Bonjour à tous, merci pour votre nombreuse présence. Alors, bienvenue dans notre 17e Café Débat, chère Catherine. Si c'est votre première fois, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, ah oui, si les téléphones peuvent sonner un peu plus tard, c'est bien aussi. Si c'est votre première fois, nous avons lancé donc cette initiative avec Catherine Souhaitemont il y a 2 ans pour faire découvrir, pour participer à la découverte des trésors de la Normandie dans tous les domaines. Et donc c'est tous les 2 mois, via Zoom ou en présentiel comme aujourd'hui. Alors pour vous accueillir aujourd'hui, nous sommes très très reconnaissantes à la ville d'Oulgat, évidemment. Il faut citer les gens qui nous aident. Alors Olivier Collin va arriver, mais bon, donc on remercie son maire, Olivier Collin, évidemment. Et puis Catherine Poulain, Camille Godefroy, et puis Tom Courtois pour l'organisation et la communication autour de ce café débat. Important aussi, et de ne pas oublier les médias qui parlent de nous, c'est le cas de Ouest France et du Pays d'Auge. Donc merci de relayer toujours. Et Catherine Hainaut est là. Où est-elle d'ailleurs? Catherine Hainaut, pas encore. Si? Ah, bah j'avais pas vu. D'accord. Parfait. Bon, merci donc d'être là. À l'issue de la présentation, nous vous invitons à prolonger les échanges avec voilà, nos invités participants autour d'un verre de cidre. Voilà, jusqu'à 20h, comme ça, ceux qui veulent aller à la dernière séance du Festival européen du cinéma peuvent y aller, c'est à 21h15. On fait la pub des copains. Alors, la Journée internationale des fossiles, créée en 2016, s'est déroulée le 12 octobre, je crois, il n'y a pas très longtemps, là, dernier, le 7, alors, attends, c'est marqué le 7, le 12, bon, voilà, en octobre, il n'y a pas très longtemps. Alors nous, voilà, on est dans l'actualité, on vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des falaises des Vaches Noires, haut lieu de paléontologie française. Alors, moi je m'occupe de dire quelques mots sur la première partie, et puis je laisse la parole à Catherine. Alors, savez-vous qu'il y a 160 millions d'années, la Normandie était sous l'eau. Bon. Et c'est seulement au XVIIIe siècle que la paléontologie, en tant que science, permet la découverte de ce patrimoine exceptionnel de fossiles, conservé au cœur de 37 km de falaises jurassiques du Calvados. C'est quand même assez impressionnant. Et bien sûr, dont les Vaches Noires. Alors, dans un premier temps, vous allez découvrir en images et en témoignages, grâce à nos 2 intervenants, l'histoire des fossiles qui nous raconte en fait l'histoire de la Terre. Et puis, je passe maintenant la parole à Catherine. Nos invités aborderont dans une deuxième partie également un sujet d'actualité qui mobilise fortement le milieu des paléontologues et amateurs de fossiles en Normandie. Tout vient d'un projet issu du plan diversité 2018-2024 et émanant du ministère de la Transition écologique, de classer donc les fameuses falaises jurassiques du Calvados, dont font partie les Vaches Noires, en RNN, c'est-à-dire réserve naturelle nationale. De ce classement découlera l'interdiction, assortie de quelques dérogations, de ramasser librement les fossiles sur l'estran. Si la création d'une réserve naturelle ne fait pas débat, c'est par contre l'interdiction du ramassage des fossiles, pratiquée librement depuis le XVIIIe, qui a mis le feu aux poudres, colère qui s'est notamment exprimée cette fameuse journée du 7 octobre dernier à Villers. Nos 2 invités nous expliqueront les raisons pour lesquelles cette mesure suscite tant d'inquiétude et de colère, certains parlant même de catastrophe pour la paléontologie, et nous expliqueront également comment est gérée cette question en dehors de la France. Alors, juste avant de leur donner la parole, on va présenter nos invités. Donc, Laurent Picot, je commence mal. Laurent Picot, P-I-C-O-T. Vous êtes originaire de Granville et vous avez obtenu une maîtrise en géologie à l'université de Caen, un doctorat à l'université de Fribourg en Suisse. Vous allez pouvoir s'y faire parce que c'est pas terminé. Spécialisation micropaléontologie, un post-doctorat à Mondsee en Autriche. Puis 2 contrats d'attaché temporaire de recherche à Besançon et Clermont-Ferrand. Vous avez été employé par le canton de Jura, Suisse, à la section de paléontologie jusqu'en 2006. Et de retour en France, vous réalisez des inventaires de fossiles pour les musées de France, Cherbourg et le futur Paléospace de Villers-sur-Mer, et des expositions temporaires, comme par exemple au musée d'art et d'histoire de Granville. Après avoir été médiateur scientifique au Paléospace, vous êtes depuis 2013 responsable scientifique. Merci d'être là. Notre seconde invitée est Barbara Henbert, qui a vécu en Italie et en Angleterre et qui s'est installée en France il y a 20 ans, en s'ancrant quelques années plus tard à Villers-sur-Mer.
Son travail autour d'un écrivain, avec un écrivain américain lui laisse le temps de s'adonner à ses nombreuses passions, entre histoire, littérature et art, mais aussi, plus particulièrement, la paléontologie. Cette passion des fossiles s'exprime chez elle par le plaisir de la recherche, bien plus que par celui de la collection. Ce qui l'intéresse, c'est de trouver des choses qu'elle ne connaît pas encore, des fossiles par exemple, se tourner alors vers le paléospace de Villers, enrichir ses connaissances et pouvoir ainsi transmettre à son tour ce savoir acquis au fil du temps. C'est ainsi que Laurent Picot a choisi de faire venir Barbara aujourd'hui avec nous pour signifier la place importante que représentent depuis toujours dans le milieu de la paléontologie les amateurs éclairés et engagés comme elle, et qui contribuent de manière générale à enrichir depuis toujours les musées de leur collection. Place aux experts. Juste un mot avant de laisser bien sûr la parole à nos deux invités pour 1h10 environ, hein, je crois que c'est ça, pour dire un mot concernant nos prochains cafés débats. Le prochain café débat en présentiel, comme aujourd'hui, se tiendra le mardi 20 février ici même. Il inaugurera une série que nous allons consacrer à la transition climatique en Normandie. Nous inviterons à chaque fois des représentants des 3 forces réunies pour apporter des solutions aux problèmes liés au changement climatique, les scientifiques, en particulier ceux du GIEC normand, les politiques à l'échelon local et régional, et les personnes de la société civile ayant un engagement portant sur le problème du climat. Les tables rondes ainsi constituées seront animées par Marie-Alice Foujol, que certains d'entre vous connaissent déjà puisqu'elle a une maison à Ouigat. Marie-Alice est ingénieure de recherche au CNRS, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et est l'ex-responsable du Centre de modélisation du climat de l'Institut. Le premier café débat, le 20 février, sera consacré au problème de l'eau en Normandie. Pour les cafés débats en Zoom, comme nous en faisons souvent aussi, vous recevrez dans les semaines qui viennent notre programmation. Voilà, maintenant on vous souhaite à tous une très belle après-midi en compagnie de nos deux invités. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Barbara Henebert. Merci tout d'abord à la mairie d'Ouigat de nous accueillir. Merci à Catherine et Marianne de nous avoir invités au café débat ce soir. Je remercie tout un peu. Comme ça. Désolé. Merci. C'est bien évidemment la première fois que je prends la parole en public, en plus dans une langue qui n'est pas la mienne. Je vous remercie donc déjà de bien vouloir pardonner mes fautes et mes hésitations. Et je n'ai pas terminé avec mes remerciements. Merci à Laurent Picot, responsable scientifique du Paléospace, d'avoir pensé à moi en tant que représentant des passionnés de paléontologie locale. Donc, nous sommes ici ce soir pour parler d'une passion, certes une passion un peu particulière. Certainement, les personnes dans la salle ont des passions, la pâtisserie, le théâtre, le bricolage. Une de mes passions, celle qui prend certainement plus de place dans mon esprit et dans ma maison, est la paléontologie. Je vais donc ce soir vous expliquer comment ma passion est née, pourquoi il a failli ne jamais pouvoir se développer. Je vais voir avec vous comment j'ai pu acquérir des compétences nécessaires à fouiller au pied des falaises des Vaches Noires et trouver parfois des fossiles intéressants, de savoir les reconnaître. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises lors de mes fouilles afin de vous expliquer comment j'arrive à voir les fossiles et l'éthique que je suis quand je me trouve sur le terrain. Et pour terminer, je vais vous expliquer comment la synergie qui a pu se créer entre les passionnés et les professionnels, comme si cette synergie peut être avantageuse pour les deux parties. Laurent va prendre la parole par la suite, il va vous expliquer, il va vous décrire les falaises d'un point de vue plus scientifique. Pour terminer, Laurent et moi allons voir avec vous ce que pourrait être l'avenir de la paléontologie normande. Si vous souhaitez, après, vous pourrez venir regarder des fossiles que nous avons amenés. Il y en a qui sortent de ma collection personnelle, d'autres qui sont à Laurent. Et nous serons prêts à répondre à vos questions par la suite. Voici le programme. Donc, on va
va pas se mentir sur l'âge. Quand j'étais enfant, je n'avais pas de tablette, je n'avais pas d'ordinateur, mais j'avais des livres. J'adorais lire tout ce qui était histoire et sciences en particulier. Et j'étais passionnée par les grands carnivores. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Ma maîtresse à l'école nous avait demandé d'établir une liste des choses qu'on voulait accomplir dans notre vie. Donc, grand classique pour un enfant de cet âge. Tout en haut de cette liste, j'avais écrit « Je veux un mari, beaucoup d'enfants, une belle maison, un chat, un chien, un poney ». Mais j'avais aussi écrit, dans les 10 premières positions de cette liste, « Je veux trouver un fossile ». Peut-être un grand carnivore, ça aurait été très chouette. Je veux être la première à toucher de ma main ces témoignages du passé. Peut-être vous, vos enfants, vos petits-enfants, vous êtes passés par la phase dinosaure. Donc, vous avez pu les amener au pied des falaises des Vaches Noires, afin qu'ils trouvent avec plus ou moins de succès des fossiles. Après, soyons honnêtes, à travers les yeux d'un enfant, tout quai d'éponge, tout silex se transforme magiquement en un os de dinosaure. Et ça, c'est magnifique. Et après, ça arrive aux adultes aussi, c'est beaucoup moins magnifique. Pour moi, ça a été un peu différent. Quand je demandais à ma maîtresse et à ma famille de m'amener chercher des fossiles, la réponse a été unanime. Non. Non, non, on n'y va pas, tu oublies ça tout de suite. Et surtout, si tu vois un fossile, tu n'y touches pas. Tu ne le ramasses pas. Pourquoi ça selon vous, mesdames, messieurs? C'est parce que je suis née en Italie. En Italie, une loi de 1939, adoptée par le gouvernement Mussolini, qui n'a jamais été changée depuis, interdit la possession et le ramassage des fossiles. Alors je vous comprends, peut-être vous dites, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes venus ici, ce soir, à Oulgat, pour suivre un café débat sur les falaises des Vaches Noires et les fossiles normands. Pourquoi là on met sur l'Italie? Pourquoi là on met sur l'Italie? Oui, t'as raison. L'Italie n'a rien à faire avec nous, elle est très loin d'ici. La loi sur la paléontologie italienne n'a rien à faire avec les fossiles des Vaches Noires. Et pourtant, la création du réserve des falaises jurassiques du Calvados se dessine avec plus de précision ces jours-ci. Si nous sommes tout à fait d'accord sur l'idée d'une réserve qui puisse protéger ultérieurement nos falaises, nous nous opposons à l'interdiction de ramassage des fossiles détachés qui gisent sous les strands et qui seront détruits par les marées. C'est un discours délicat. Laurent et moi allons reprendre tout ça dans le détail après l'exposé de Laurent. Ne vous inquiétez pas. Donc moi, enfant, j'ai vite compris que ce rêve, le rêve de trouver un fossile, en étant en Italie, avait été impossible à réaliser. Je l'ai renfermé dans un tiroir, je n'y ai plus touché pendant des années et des années. Après, le hasard de la vie m'ont fait déplacer de pays en pays, jusqu'à quand j'ai atterri en France, en suivant le hasard qu'on appelle parfois l'amour. Et en 2013, j'ai découvert l'existence du gisement des Vaches Noires. Je suis venue ici une première fois, en vacances, comme beaucoup de monde, et je suis tombée sous le charme de cette côte magnifique, tellement que j'ai tout fait pour pouvoir déménager ici. Ça tombait bien, mon époux est un Normand, ça a vraiment facilité les choses. Pardon, les choses. Ces jours-là, lors de ma première vacance ici, j'ai fait une halte au Palespace. Je me suis inscrite en visite guidée, et mon guide, ce jour-là, était Laurent. Merci. J'étais très loin d'imaginer que je me serais retrouvée 10 ans après, à côté de lui, face à vous, pour vous parler de mes fossiles. Oui, parce que c'est ici que j'ai pu ouvrir le tiroir dans lequel, enfant, j'avais caché le rêve de trouver un fossile, et j'ai pu effectivement en trouver. Alors, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été simple. Les premières fois, je descendais sur la plage, je rentrais avec les poches pratiquement vides. Je ne savais pas comment chercher, où chercher, quoi chercher. Merci.
Donc j'ai décidé de prendre la chose sérieusement. J'ai commencé à lire des bouquins, à lire des publications scientifiques. J'ai passé des heures et des heures et des heures au Paléospace pour regarder les fossiles qui sont exposés dans leur vitrine afin de m'imprégner de leur forme, de leur couleur, de l'étage auquel on peut les trouver. Ça aussi c'est très important. Et surtout, j'ai pu échanger avec des passionnés sur le terrain, sur les réseaux. Des passionnés qui sont toujours disponibles et pour la plupart extrêmement généreux dans le partage des connaissances. La paléontologie est effectivement une science, une discipline dans laquelle on avance plus facilement en groupe avec un échange de notions et d'informations. Et il n'est pas rare sur le terrain de trouver qu'un novice comme moi puisse trouver un parrain qui puisse lui indiquer comment chercher plus ou moins des fossiles pour se faire un peu les os. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu moi aussi deux parents très généreux, très charmants, qui m'ont vraiment aidé. J'en profite pour remercier Alain et Martine de Villers, sans les pointer du doigt, parce que grâce à leur aide, j'ai pu avancer beaucoup plus rapidement dans la compréhension de cette discipline. Et surtout, il ne faut pas oublier l'aide essentielle qui nous est donnée par les médiateurs scientifiques du Paléospace. Ils sont toujours prêts à nous recevoir, à nous accueillir, à nous aider à identifier nos fossiles pour en apprendre un peu plus. Donc c'est vraiment une aide essentielle. N'hésitez pas, si vous trouvez un fossile aux vaches noires, allez le montrer au Paléospace afin d'en savoir un peu plus. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à faire des petites trouvailles, des petits ammonites, des ammonites un peu plus grandes, après des dents, des os, le passage entre la reconnaissance entre un os et une éponge, c'est toujours très fragile, on y arrive avec le temps. Finalement, j'ai franchi le pas. Donc, je voudrais, à propos de ça, vous montrer quelques photos que j'ai prises sur le terrain lors de mes recherches. Alors, ce ne sont pas les fossiles les plus jolis d'un point de vue esthétique, ni les plus intéressants, mais sont des photos que j'utilise pour vous faire passer deux messages qui me sont particulièrement chers. La fragilité des fossiles qu'on trouve au pied des falaises des vaches noires et l'éthique à suivre quand on fouille au pied des falaises. Alors, je répète encore une fois ce concept au pied des falaises des vaches noires. Je pense que tout le monde ici est d'accord sur le fait que les falaises sont déjà interdites d'accès. On ne grimpe pas sur les falaises. Les falaises ont été classées par le ministère de l'Environnement comme zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique par décret du 20 février 1995. Donc, elles sont un lieu de nidification, elles sont un lieu de repos pour les migrateurs. La flore doit être protégée et surtout, les falaises sont dangereuses. On ne grimpe pas sur les falaises parce que des gros blocs peuvent se détacher à tout moment. Par temps pluvieux, il y a des coulées de boue qui peuvent piéger. C'est pour ça que de temps en temps, on voit des hélicoptères être obligés d'intervenir pour libérer les chercheurs, pas des fossiles, mais d'aventures, qui montent sous les falaises. D'ailleurs, les falaises sont généreuses. Il n'est pas nécessaire de s'attaquer aux falaises avec le pied de biche ou une scie sauteuse. Tout ce qu'on peut désirer trouver, on peut le trouver au pied des falaises. Il suffit de regarder par terre et de savoir reconnaître les fossiles. Ils ne sont pas évidents à voir. Il faut se faire l'œil, mais vous verrez, et vous voyez déjà. Donc, le premier fossile que je souhaite vous montrer est justement, c'est une petite crevette. Je ne sais pas si vous arrivez. Voilà, là il y a la tête, il y a le corps, voilà, sous soi-même les pattes. Est-ce que vous la voyez? Voilà, c'est un petit Mecoquirus socialis que je trouvais sous la plaque callovienne entre Houlgate et Villers. La plaque callovienne sont ces plaques grises très glissantes que vous trouvez sous la plage. Donc, dans ces plaques, il y a une faune très intéressante, comme des crustacés de ce type-là. Alors, une fossile comme celui-ci, une fois qu'il est sorti
de la gangue qui l'a protégé pendant 160 millions d'années et plus, il a une espérance de vie de quelques heures. Il suffit de l'action de la marée, d'une vague, du passage d'un promeneur pour le détruire. Et la même chose vaut pour les autres fossiles, même les plus résistants, comme les ammonites. Une fois qu'ils sont tombés des falaises, une fois qu'ils sont glissés des falaises, sous l'action des vagues, imaginez-vous pendant les tempêtes, on a vu les bunkers qui est sous la plage de Orgat, il est parti à miettes. Donc imaginez-vous la force de la nature. Donc même des fossiles comme ça, comme des ammonites, comme des nautiles, au bout de quelques semaines, ils seront roulés et détruits. C'est pour ça que sur un gisement comme le nôtre, ramasser, c'est protéger. En ramassant un fossile, vous le protégez, vous le sauvez de la destruction. Est-ce qu'on peut avancer avec les images, s'il te plaît, Laurent? Je vais vous montrer d'autres fossiles, si vous voulez bien. Alors là, c'est plus ou moins la même chose. Alors ça, c'est pour les experts, c'est niveau expert 4. Alors, je vous le montre. Alors, la taille sur la plaque calodienne de cet exemplaire est environ 10 cm. C'est toujours une crustacée. Là, vous avez la tête qui est bien cachée. Ici, ce sont les pattes devant, le dos et la queue qui monte. Vous le voyez? Lui aussi, il commence à fleurir tout doucement de la plaque calodienne. Et son espérance de vie, donc, est très limitée. Pareil. D'autres fossiles, si tu veux bien. D'autres fossiles, comme je vous disais, tout tombe, tout glisse, tout roule des falaises. Même des ammonites, tu vas avec la deuxième, même des ammonites des tailles relativement conséquentes, vous voyez, on les trouve au pied des falaises. Celle-là, elle est ici. Elle a été poussée par terre, au pied des falaises, par ce gros caillou qui était derrière. Donc j'ai juste eu à ramasser. Pas besoin de s'attaquer au pied de biche à la falaise pour trouver des jolies ammonites. Même chose, on trouve des dents de crocodilien, je les ai amenées ici. Vous pouvez les trouver parmi les cailloux, ils se détachent eux aussi de la paroi et donc les vagues les amènent. Là, ça c'est une dent, ça c'est l'autre. On les trouve très simplement par terre, parmi les cailloux, parmi les coquillages. D'autres, voilà, là c'est une ammonite, une petite aspido, et se cache dans le sable. Elle est tout juste par terre. Ça suffit de la ramasser. Comme ça. Ça, il est présent ici dans la boîte. C'est un bout de plaque calodienne et que j'ai ramassé. Il faisait cette taille-là, plus ou moins. Et ce que vous voyez ici, c'est juste le petit bout d'un palais dentaire. Un palais dentaire d'un poisson qu'on a pu trouver au pied des falaises. Et donc, vous voyez, on a des crustacés, on a du poisson, on a des gros reptiles marins. Et voilà, ça c'est une autre ammonite, elle s'est cachée tout simplement sous le sable. Ça suffit d'enlever tout simplement le sable pour pouvoir la ramasser. Les autres, c'est encore plus simple. Elles sont juste posées là. Donc, pour trouver des fossiles au pied des vaches noires, on peut le faire tout en respectant notre falaise et en respectant la législation qui dit que sous les falaises, on ne grimpe pas. Pareil, regardez, vous, en marchant, tout simplement en marchant dans les cailloux, vous trouvez une vertèbre. C'est peut-être un coco, ça c'est une petite vertèbre. Bon, elle est bien roulée, mais elle est là. Regardez, hop, elle est là. Prise. Ça, ce sont les cadeaux que les falaises nous offrent chaque fois qu'on y va. Ça suffit de savoir les voir, de savoir les reconnaître. Alors, qu'est-ce que je fais quand je trouve un fossile? Alors, si c'est un fossile délicat, fragile, pardon, excusez-moi, ça c'est important. Vous vous rappelez la gamine qui était moi, qui rêvait de trouver un os des dinosaures quand elle était enfant et qui avait caché tous ses rêves dans un tiroir? Cette gamine qui est là, cette année, elle était très contente parce que la falaise lui a fait un beau cadeau. Je trouvais, regardez, juste en marchant,
Ça, c'est mon pied. Juste en marchant, posé là, il y avait cette phalange de théropodes. C'est un co-carnivore. Alors, je rêve, c'est peut-être un T-Rex. Mais mon rêve s'exauçait ici. Vous voyez, et tout simplement, il était là, posé par terre. Cadeau des falaises. Donc, qu'est-ce que je fais quand je trouve un fossile? Si c'est un fossile délicat, je le mets dans une petite boîte. Si c'est un fossile plus solide, dans un petit sachet, je note le lieu, le gisement, la date et l'étage duquel ce fossile vient. Je peux déterminer en regardant la gangue qui entoure le fossile. Et après, si c'est un fossile intéressant, je vais au Paléospace. Au Paléospace, c'est ici qui entre en jeu le réseau qui s'est créé entre nous, les passionnés, et les professionnels. Je leur montre mon fossile, eux, ils m'aident à l'identifier. Ils peuvent me suggérer des publications scientifiques à lire afin d'en connaître plus. Si je le souhaite, je rentre à la maison avec mon fossile. Ou bien je peux décider de l'offrir au Paléospace. Dans ce cas-là, le fossile va rentrer dans les collections du musée. Une collection sera créée à mon nom. Donc, dans la relation entre les amateurs et les scientifiques, la science en sort gagnante. Nous apportons nos fossiles au Paléospace, nous leur offrons. Les professionnels, eux, ils mettent à disposition des amateurs leurs connaissances, nous fournissent du matériel pour en apprendre plus. Ils organisent des événements comme la journée du 7 octobre, la journée internationale des fossiles organisée par le Paléospace, qui était vraiment un succès. Ils nous ont proposé des ateliers fort intéressants pour apprendre à mieux conserver et à mieux dégager à la maison nos fossiles. Ils organisent aussi des expos qui sont changés tous les ans, très régulièrement, et ils nous permettent de visiter les réserves, qui c'est toujours un moment très chouette pour nous, les passionnés. Donc, ces efforts, leurs efforts, ils permettent au minimum de souder nos deux communautés, celle scientifique et celle amateur, et au maximum, ça permet de garantir au musée un apport constant de donations. Donations que nous, les passionnés, sommes bien contents de pouvoir faire en vue de cette relation privilégiée qui s'est créée entre nos deux communautés. Surtout, je tiens à souligner que sans la présence, sans la veille permanente des amateurs sous l'estran, les fossiles qui sont exposés par les aléas naturels et aux aléas naturels, ces fossiles, s'ils ne sont pas ramassés, ils seront détruits. Et nous, les passionnés, sont beaucoup plus nombreux par rapport aux scientifiques, nous sommes beaucoup plus souvent sur le terrain par rapport aux scientifiques. Donc nous sommes, comme un paléontologue a dit, leurs yeux. Je me permets donc de citer, je suis à la fin de mon introduction, je peux me citer un paléontologue, le professeur Gilles Cuny. Nous avons été à une conférence au Havre, qui s'est tenue cette année, sur un fossile exceptionnel, sur un requin fossile exceptionnel, qui a été trouvé en Normandie par un chercheur éclairé, M. Christian Léprovost. M. Christian Léprovost a eu l'intelligence et l'esprit pédagogue de donner ce fossile à la science afin qu'on puisse en apprendre plus. Le professeur Gilles Cuny a dit lors de cette conférence, il se peut que si un chercheur passionné ramasse un fossile exceptionnel, il se peut que je ne verrai jamais ce fossile. Mais si ce fossile n'est pas ramassé et il sera détruit par le temps et par les marées, je suis sûre que je ne le verrai jamais. C'est pour ça que je soutiens fermement l'idée que la future réserve puisse rester un lieu où les sciences participatives peuvent continuer à s'exercer comme cela se fait depuis plus de 200 ans. Je termine en citant, pour une fois n'est pas coutume, un archéologue, mais il a si bien su mettre des mots sous le frisson que je ressens chaque fois que je trouve un fossile sur le terrain. Vous connaissez tous ce paléontologue, cet archéologue, c'est Yves Coppens. Yves Coppens a dit « Quand vous fouillez, le passé vous arrive en ligne directe. C'est inoubliable. » Merci pour l'attention. Donc, on va partir pour une petite balade aux falaises des Vaches Noires et on va reposer les bases du départ. Donc, qu'est-ce qu'un fossile ?
Donc un fossile, c'est des restes d'êtres vivants qui se sont minéralisés, c'est de la pierre. Donc par exemple, ici, vous avez un fémur de dinosaure, un turiasaure. Ici, vous avez une ammonite. Et pour les êtres vivants, nous avons des plantes. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des traces indirectes. Ça peut être des empreintes de dinosaures, ça c'est anglais. On peut avoir des œufs. Et on peut aussi avoir des coprolites. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? Les coprolites, ce sont les déjections. Donc nous, quand on est paléontologue, quand on trouve une nouvelle espèce, si c'est un animal, on donne le nom de quelqu'un qu'on aime bien. Par contre, si on trouve un coprolite, en général, on donne le nom de quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc pour le même fossile, on peut avoir différents types de conservation. Donc soit vous avez, c'est un fossile des falaises, on va dire que c'est une grosse palourde, vous voyez, vous avez la coquille. Par contre, si vous pouvez avoir les empreintes de cette coquille, et ça, ce que c'est, tout simplement, c'est l'intérieur de la coquille. L'extérieur, c'est dissous. Donc pour le même fossile, nous pouvons avoir plusieurs types de conservation. Alors comment on passe d'un animal, c'est bon, vivant, à un fossile que vous avez trouvé sur la plage? Donc pour ça, je vais faire comme avec les enfants, je vais vous raconter l'histoire d'un crocodile marin qui vivait à Olga sous mer il y a 160 millions d'années. Ce crocodile, on ne sait pas s'il est malade ou s'il est vieux, mais vous sentez qu'il va lui arriver quelque chose. On va dire qu'il est vieux, il va mourir. Donc puisqu'il vit dans la mer, son corps va tomber au fond de la mer. Ça y est, il est mort, il tombe au fond de la mer. Vous savez qu'on ne conserve que les parties dures des fossiles, à savoir ici son squelette. Et on va avoir un joli squelette sur le fond de la mer. Si vous pouvez avoir un peu de courant, il y a des eaux qui vont être emportées. Par contre, quand vous êtes au fond de la mer, vous avez des sédiments qui viennent de la surface, qui petit à petit vont recouvrir notre squelette de crocodile. On va empiler les couches par-dessus, puis à un moment, il y a tellement de couches par-dessus que ça va devenir très lourd. La pression et la température augmentent, ça déclenche des réactions chimiques, et à ce moment-là, notre os devient de la pierre. Par contre, il s'est passé quelque chose récemment, pour nous, qui est intéressant, c'est que le niveau marin est baissé, et l'ancien fond de la mer, en fin de compte, ça correspond aux falaises. Vous savez qu'on est en Normandie, qu'il pleut de temps en temps, ça abîme la falaise, et c'est comme ça que vous pouvez trouver une tête de crocodile fossile à Olga. D'accord? Alors, pourquoi on les étudie, ces fossiles? Donc, on peut les identifier, découvrir des espèces inconnues. On essaie toujours de les replacer dans la classification des êtres vivants. On peut apprendre l'évolution des différents groupes, la paléoécologie, c'est-à-dire dans les conditions où ils vivent, et leur âge, parce que grâce à des fossiles, on peut déduire les âges des roches. On peut recréer des paléenvironnements et proposer des modèles d'évolution du paysage. Alors pour les nouveaux fossiles, j'en ai pris un peu particulier, qui a été trouvé au Canada. Donc c'est un animal, vous voyez, il a une sorte de corps, il a des pointes d'un côté, des petits filaments de l'autre, on ne sait pas trop où est la tête, hein. Et on ne sait pas comment l'orienter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équivalent actuel. Alors comme c'était des étudiants canadiens qui aimaient bien les cigarettes qui font rire, ils l'ont appelé hallucigénia. Et c'est un animal, mais on n'a aucun équivalent actuel. Ensuite, il faut essayer de replacer cet animal dans l'arbre de l'évolution. Donc il y a des caractères à reconnaître, et on va essayer de le reclasser parmi tous ces animaux, toutes ces plantes, tout. Et puis, on va essayer d'apprendre l'évolution. Donc, au fur et à mesure du temps, on a différentes espèces qui se succèdent. Alors, c'est rarement une évolution en ligne droite, il y a beaucoup de branches. Donc ici, vous voyez l'évolution des chevaux à partir de l'Éocène jusqu'à l'actuel. Donc, vous voyez que, par exemple, aux États-Unis, c'est les Espagnols qui ramènent les chevaux. Donc, si vous voyez des films avec des Indiens sur des chevaux, vous êtes toujours après la conquête espagnole. Donc, des fois, il y a quelques anachronies dans les films. Ensuite, c'est l'écologie. Donc, savoir de quoi ont besoin ces animaux, qu'est-ce qu'ils signifient. On va faire un truc tout simple, hein. Si vous trouvez un oursin, eh bien, vous êtes obligatoirement dans un milieu marin.
parce que les oursins, on ne les trouve que dans les milieux marins. Et puis on peut déduire des âges. Donc ici, vous avez les falaises de Villers, hein, et puis vous voyez que vous avez différents types d'ammonites qui se succèdent. Et par exemple, ici, tout en bas de la falaise, on a une espèce, un canon barbare. Là. Ici, on sait qu'on a moins 162 millions d'années. Donc ça, c'est intéressant, parce que si vous allez dans l'arrière-pays, vous creusez une carrière et vous retrouvez cette bestiole, et bien vous pouvez déduire que ce niveau est à moins 162 millions d'années. Alors ça, c'est les ammonites, mais on peut compliquer les choses. Et ça se complique très facilement. Donc pour dater les terrains, on utilise des méthodes chimiques, l'uranium et le thorium. Ensuite, il faut savoir que notre champ magnétique terrestre varie au cours du temps, et ça, c'est enregistré dans les roches volcaniques surtout. Ensuite, ici, en rose, vous pouvez utiliser les foraminifères, c'est du plancton. Ici, les dents de mammifères, ça c'est des algues. Ici, c'est des otolithes, vous en avez, vous, dans l'oreille interne, mais on s'intéresse surtout, nous, à ceux des poissons. Et à partir de ça, vous définissez des zones qui peuvent être précises à 500 000 ans près. D'accord? C'est ma précision à moi. Ensuite, il y a évidemment les environnements. À partir d'un assemblage de fossiles, vous pouvez déduire si cet animal, si ces animaux vivent en bord de mer ou en zone profonde. Et puis quand vous poussez le bouchon un peu plus loin, on peut faire des évolutions du paysage, ce qu'on appelle la paléogéographie, et au cours du temps, on va pouvoir voir des continents qui se déplacent. Donc là, c'est un exemple type. Je vous emmène, c'est un truc, j'ai fait ma thèse en Suisse, donc on voulait savoir comment, à l'Oligocène, c'est 34 millions d'années, on sait qu'il y avait une mer au nord des Alpes, et on s'est aperçu en étudiant les fossiles que cette mer est partie vers l'est, et puis ensuite il y a eu une montée du niveau marin, et à nouveau tout a été envahi, ainsi que le fossé rhénan. Et ensuite la mer est redescendue, donc on a eu des faciès différents. Donc avec des fossiles, on peut reconstruire l'histoire de la Terre. Alors on va s'intéresser aux falaises de Vache Noire avec une belle photo en 1900, quand on ne connaissait pas les géorisques. Donc si un jour vous voulez vous faire avoir un rêve et vous payez un petit bout de Villa 1900, bah dites-vous qu'il y en a plein sur la plage sous forme de briques, parce qu'il y en a pas mal qui sont descendus. Donc pour les falaises de Vache Noire, vous avez une carte de France un peu bizarre avec des couleurs, et ces couleurs, elles représentent tout simplement des âges. Donc ici, vous avez le Cotentin, nous on est dans le bleu, à la limite du bleu et du vert. Donc les roches les plus vieilles, ici elles sont à l'ouest. C'est le Cotentin, c'est le Trias en rose, le Jurassique en bleu, ça doit vous dire quelque chose. À Villers, moi au Gat, c'est pareil, on passe en vert le Crétacé, donc des roches de plus en plus jeunes, et on arrive à Paris. Par contre, dès qu'on passe Paris, alors regardez, ça devient de plus en plus vieux. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est que les couches qui sont à Olgat, elles plongent sous Paris et elles ressortent de l'autre côté. Cette structure, ça s'appelle le bassin parisien. Et nous sommes sur cette partie ouest du bassin parisien. Donc voici ces falaises des Vaches Noires. Donc ça, c'est plutôt du côté Villers. Et vous voyez que nous avons des sortes de petits canyons qui alimentent régulièrement la plage en roches et en fossiles. Il faut savoir que tous les ans, il y a 450 000 tonnes de sédiments, de roches qui tombent sur la plage. Donc potentiellement, énormément, beaucoup de fossiles, et puis pour une fois qu'on peut se réjouir du réchauffement climatique, il y en aura de plus en plus. Alors pourquoi on les appelle les falaises des Vaches Noires, vous le savez, c'est dû à la présence de rochers qui sont sur la zone de l'estran, qui sont régulièrement recouvertes d'eau. Et sur ces rochers, vous avez des algues et moules qui se développent, ça leur donne un aspect sombre. Et autrefois, lorsque les marins passaient au large et qu'il n'y avait pas de carte ni de GPS, ben, ça leur servait de point de repère. Et comme de loin, ça leur faisait penser à un troupeau de vaches, ils appelaient ça les falaises des Vaches Noires. C'est parce que buvaient les marins, mais ils voyaient des vaches. Donc ici, vous avez une carte géologique un petit peu plus précise. Donc vous voyez en bleu, c'est le Jurassique. Donc vous voyez que sous la salle des fêtes, ici, vous avez du Jurassique. Vous l'avez sur la plage et tout en haut, vous allez avoir le Crétacé qu'on trouve sous forme de craie. Il existe des failles, mais ici, on a peu d'activité tectonique. Alors,
actuellement, il y a l'université de Caen qui travaille sur la falaise pour savoir si justement le réchauffement climatique est corrélé avec les vitesses d'érosion. Est-ce que les vitesses d'érosion augmentent? Et ça marche super bien. C'est bien corrélé, il n'y a pas de problème. Donc si vous voyez des gens qui plantent des piquets dans les falaises, c'est l'université de Caen qui fait son travail. Et apparemment, il y a une deuxième thèse en route. Et vous voyez que vous avez un système en glissement en permanence vers la plage. Donc l'érosion de la falaise, elle n'est pas due à la mer, elle est due à la pluie. D'accord? Et une fois que ça arrive en bas, là, ici vous avez une sorte de machine à laver naturelle qui va vous nettoyer les fossiles et qui va vous les concentrer. Donc vous voyez que ça ne sert à rien de monter dans la falaise pour chercher des fossiles, puisqu'ils sont sur la plage et il y a juste à se baisser pour les ramasser. Alors cette falaise, elle est découpée en différents niveaux. Vous voyez, vous avez les âges, hein. Donc la partie jurassique, et tout en haut la partie crétacée. Évidemment, plus c'est bas, plus c'est mieux. On va commencer par ce que préfèrent les collectionneurs en général, les marnes de Dives. C'est ce que vous a montré Barbara tout à l'heure, qui sont les plus vieilles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont souvent recouvertes par du sable. Et c'est un endroit qui est très observé. Parce que l'été, le régime fait que c'est recouvert de sable. Et dès que vous avez les premières tempêtes, ça se dégage. Elles sont accessibles. Donc des fois, la nuit, vous voyez des lumières sur la plage. Ce n'est pas des gens qui sont à la pêche à pied, c'est des gens qui espèrent que la tempête a balayé le sable pour pouvoir accéder à ces couches qui sont très riches en vertébrés en particulier. Ensuite, juste au-dessus, ce sont les marnes de Villers. Donc là, on est dans un étage qui s'appelle le Calovien, on va passer à l'Oxfordien. Il n'y a pas de changement vraiment lithologique, c'est plutôt les contenus qui diffèrent. Et puis, juste au-dessus, vous avez une petite couche là, que vous voyez à cet endroit-là, qu'on appelle les l'oolite ferrugineuse. Alors, vous voyez, cette roche est constellée de petits points. Les oolites, c'est tout simplement, on va faire ça, un petit débris qui ont porté par le courant dans des eaux qui sont saturées en carbonate. Et ce carbonate va se déposer autour de ce nucléus, à faire ces petites billes qui vont s'accumuler. Si vous voulez vous voir actuellement, sans créer actuellement, il faut aller aux Bahamas, c'est l'équivalent. Au-dessus, on va trouver les argiles à lofa. Les lofa, c'est l'ancien nom des huîtres. Hein. Vous voyez des accumulations de coquilles. Et puis, on va passer encore au-dessus. On est toujours dans l'oxfordien, mais là, on est passé à l'oxfordien moyen. Donc, vous avez des marnes et calcaires. Le calcaire s'exprime de plus en plus. Hein. Vous voyez que c'est de moins en moins gris. Et puis, on va arriver, petit à petit, à une formation qu'on appelle l'oolite de Trouille. Donc, c'est toujours des oolites. Hein. Vous voyez les petits billes qui sont juste à côté. Là, vous avez un oursin. Et, tout à fait à la fin de la séquence, on va trouver ce qu'on appelle le coral drague. Le coral drague, c'est quoi? C'est l'accumulation de coraux qu'on trouve soit sous forme de patch comme ça, ou des coraux branchus, ça dépend de l'énergie lourd. Ensuite, on quitte le Jurassique et on va arriver dans le Crétacé avec la craie silex. Hein. Donc on a une craie qui n'est pas blanche comme celle des trottas. Notre craie, elle a des petits points verts. C'est un minéral qui s'appelle la glauconie. Quand on en a beaucoup, on a cuit un peu la craie plutôt blanche. Quand il y en a beaucoup, on peut avoir des craies qui sont complètement vertes. Et avec, inclus, nous avons des silex. Donc tout ça, c'est daté du Cénomanien. Mais dedans, on peut avoir des fossiles plus anciens. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des roches qui se sont déposées et qui ont été détruites et à nouveau resédimentées. Donc on voit qu'il y a eu des événements au cours du temps. Il faut savoir que dans la série, vous voyez qu'il y a des événements qui n'ont pas été enregistrés. Il y a des hiatus. Donc ça, c'est sans doute dû au fait qu'à un moment, ces roches elles étaient à l'air libre et qu'elles étaient érodées. Et après, le niveau marin remonté, on avait de nouveau une sédimentation. Donc ça, c'est le côté lithologique. Maintenant, on va voir les animaux qu'il y a dans ces falaises. Et on va commencer par les éponges. Une éponge, c'est quoi? C'est un bête-sac qui filtre de l'eau. L'eau rentre sur les côtés, elle ressort par le haut, et ça lui sert évidemment pour la respiration, mais aussi
Ça permet à l'animal aussi, par ces cils, à capter la nourriture. Donc il existe différents types d'éponges. Dans le Jurassique, nous avons ces éponges que vous voyez ici, qui sont fixées, elles, sur des huîtres. Ça, c'est assez rigolo. Et par contre, le domaine des éponges, c'est vraiment le Crétacé, avec, je vous fais grâce des noms latins, en tout cas, des morphologies complètement différentes. Et ça, le Silurien est extrêmement riche en éponges. Et ça peut être massif, hein, on peut avoir des éponges qui font jusqu'à 70 cm de hauteur. Ensuite, nous avons des coraux, donc je les ai soit sous forme de patch, hein, de boules, ce qui signifie que l'énergie était importante, soit sous forme de branches. Donc l'énergie était plus faible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des coraux, ça veut dire que la tranche d'eau est faible. Pourquoi? Parce que la majorité des coraux vivent en symbiose avec une algue qui s'appelle la zooxanthelle, et elle qui a besoin de la lumière pour se développer. Donc si vous avez des coraux, c'est que la tranche d'eau était faible. Ensuite, nous avons tout un panier de fruits de mer, c'est ce qu'on va passer vers ça. Donc nous avons évidemment des petits homards. Donc souvent on n'a que les pinces, puis des fois avec un peu de chance vous avez le corps avec la queue qui est recroquevillée, et puis ici les pinces qui sont ici. Donc ce Erima ventrosome, avant il s'appelait Erima villarsensis, et maintenant il a perdu son nom, puisqu'il a été mis en synonymie, c'est-à-dire qu'une espèce équivalente avait été décrite d'abord. Ensuite on a des animaux qui n'ont pas de pinces. D'accord? Donc c'est les Mecochirus, c'est ce qu'a trouvé Barbara par exemple. Et puis ici on a des pinces. Goniochirus, c'est quoi? C'est tout simplement un Bernard l'ermite. C'est la pince qui servait à boucher la coquille pour se protéger. Ensuite, on a des vers. Alors on dit, mais les vers, c'est mou, ça ne se conserve pas. Et là on a des vers un petit peu particuliers, les serpules. Elles sécrètent un tube calcaire. Donc ce tube peut se conserver. Ce type d'animaux, vous les connaissez, hein, quand vous achetez des animaux qui ne sont pas préparés, vous devez les gratter. Là, c'est typiquement ça. Les serpules, donc des vers marins. Ensuite, un groupe super bizarre, les brachiopodes, très, très abondants au Jurassique, maintenant ils ont pratiquement disparu. Et des animaux un peu bizarres, parce qu'ils sont fixés, et ils ont une particularité, c'est qu'ils doivent actionner leurs muscles pour s'ouvrir. Donc c'est pour ça que statistiquement, 99% des cas, vous trouvez les deux valves. Alors que pour un bivalve, ça va être le contraire. Vous allez trouver statistiquement qu'une seule valve. On a aussi des escargots, les gastéropodes, ça c'est bon pour faire des malins, mais c'est des escargots. Donc ils sont plus ou moins conservés, ça c'est les oolicia, c'est ce qu'il y a dans la partie basale de la falaise. Et puis des fois des choses un petit peu plus importantes. Puis certains qui peuvent vraiment de grande taille, mais là très très mal conservés. Et on a toute une série de descriptions. Par contre, il faut se méfier parce que souvent la coquille des escargots n'est pas conservée. Et souvent on donne des noms alors qu'il faudrait être peut-être un peu plus prudent. Ensuite, ce qu'on appelle les reines du coin, les ammonites. Donc les ammonites, c'est quoi? C'est un céphalopode, c'est un animal qui a une coquille qui est enroulée. Et à l'intérieur, ici, vous avez une tête de pieuvre. Ça n'a rien à voir avec un escargot. Les céphalopodes actuels, vous les connaissez, ce sont les sèches, les poulpes, les calamars pour les gourmands, et si vous voulez un céphalopode actuel avec une coquille, maintenant en France, mais en Nouvelle-Calédonie, ce sont les nautiles. Mais ici, les nautiles, à Villers, on les trouve fossiles. Donc, vous avez différents types d'ammonites, différentes morphologies. Ici, vous voyez celle-ci qui a des pointes. Donc, vous voyez, on arrive à avoir des déterminations à l'espèce. Et par contre, elles sont très importantes, puisque vous avez vu qu'elles peuvent donner l'âge des dépôts où elles sont trouvées. Donc, ces ammonites, elles seront, si vous voulez couper la coquille en deux, vous allez avoir des loges. Et puis, ça, c'est une. Comme les ammonites ont disparu en même temps que les dinosaures il y a 66 millions d'années, on ne connaît pas trop leur morphologie pour les parties molles. Par contre, dans des gisements exceptionnels, des fois, on peut avoir des empreintes
Et par contre, ici, vous voyez, il y a cette structure-là, qu'on retrouve ici sur une ammonite du Vilaine. Ça s'appelle un apticus. Et soit ce sont les mâchoires de l'animal, soit ce sont des structures qui permettent à l'animal de fermer sa coquille. Évidemment, personne n'était là pour vérifier. Ce sont juste que des supputations. Alors les ammonites, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont un dimorphisme sexuel. Je vous présente les mâles et je vous présente les femelles. Donc vous voyez, on a des femelles de grande taille, des mâles de petite taille, et souvent les mâles ont des ornementations à l'avant de la coquille, comme ça. On ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est ce qu'on observe. D'accord, pour les ammonites. Donc ça, voilà, c'est le fossile que tous les enfants veulent trouver absolument. On commence par les huîtres, il faut absolument l'ammonite. Si vous cherchez des ammonites, du côté d'Ougat, il y en a pas mal. C'est plus facile à trouver. Du côté du ça, je vous ai pas bien dit. Les fossiles, c'est comme les champignons, on ne donne pas toujours ses cours. Donc ces ammonites, je vous dis, elles servent à dater les terrains. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez vu, vous avez les mâles et les femelles. Et à partir des espèces, on sait où on se trouve dans la falaise. Et puis l'avantage aussi, c'est que souvent sur les fossiles, il y a des traces de roches. Donc si vous avez de l'oïlite ferrugineuse, vous savez que ça vient de ce niveau-là. Ensuite, nous avons les nautiles, parce que même si les nautiles actuels ils vivent plutôt sur les tropiques, en gros on les trouve dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Par contre, on trouve des nautiles fossiles ici, et vous voyez que les loges à l'intérieur sont marquées. Alors ces loges, vous les voyez, hein, vous avez l'animal qui est ici, et au-dessus vous avez des loges, ils sont reliés par un petit siphon, par un petit tuyau, hein. Et puis à quoi ça sert, ce petit tuyau? Dans ces loges, c'est vide, il y a de l'eau et un gaz. Et l'animal, grâce à ce petit tuyau, il est capable de faire varier la pression du gaz. Donc quand il augmente la pression, il coule. Quand il diminue la pression, il remonte. C'est le principe du ballast, c'est ce qu'on applique dans le sous-marin. Et c'est pour ça que les sous-marins de l'Ifremer s'appellent toujours Nautil 1, Nautil 2 et Nautil 3. Ensuite, nous avons des bélénites, il faut voir ça comme des animaux proches des calamars. Hein. Et vous avez quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Hein. Quand vous épluchez des sèches, vous avez l'os de sèche. Quand vous avez un calmar, vous avez ce qu'on appelle la plume. Et ça peut se fossiliser, ça fait ces sortes de balles de fusil en calcite. Et puis si vous vous rappelez, chez les céphalopodes, on a des petites cloisons. Et on les retrouve ici. C'est un mot compliqué, on les retrouve ici. D'accord? Donc, on peut avoir des céphalopodes. Maintenant, on peut avoir des bivalves. Les bivalves, vous les connaissez, hein? C'est les moules, les huîtres. Donc ici, nous avons plutôt des animaux qui vivent dans le sédiment. Alors comment on le sait? Parce que lorsqu'on observe l'intérieur des coquilles, il y a des signes qu'on peut observer pour savoir si ce sont des animaux qui vivent en surface, sur le sédiment ou dans le sédiment. On utilise endobionte et pignon. Et ça marche aussi avec les bivalves actuels. Si vous prenez, je ne sais pas, une milliarde ici, une téline sur la plage, vous allez voir qu'il y a le siphon, la ligne palliale, c'est le pourtour qui rentre à l'intérieur. Ça veut dire que cet animal a un siphon, donc ça veut dire qu'il est dans le sédiment. Ensuite, on a toujours des sortes de palourdes, hein, vous voyez. Alors des fois l'ornementation varie. Il y a des noms qui sont un peu partis de tous les côtés, mais c'est pas très grave. Donc on est toujours dans les bivalves, pas de problème, avec les Myophorella. Et puis des choses qui commencent à ressembler à des moules comme les Isoudium. Ensuite, ça c'est le fossile pédagogique de Ougat. Pourquoi? Parce que nous, quand on reçoit du monde au musée, on leur fait des visites guidées. On emploie des visites guidées, donc c'est un peu de la théorie. Hein. L'avantage, c'est qu'ensuite, quand on va aux falaises, on peut trouver ces fossiles. Et ça, quand vous avez 3 ans, qu'on vous a parlé de fossiles pendant 1 heure, ça, vous allez en trouver des kilos et des kilos remplis des falaises. Pourquoi?
Donc ça, c'est vraiment le fossile pédagogique, c'est gratifiant, même un enfant de 3 ans, il trouve son bonheur. Et peut-être que s'il y a des gens de 4 qui ont vécu là il y a longtemps, c'est le premier fossile qu'ils ont trouvé au pied des falaises. Alors, elle s'appelle Gregarium. Alors pourquoi? Parce que souvent on les retrouve collées les unes sur les autres. Alors pourquoi elles sont collées les unes sur les autres? Alors actuellement, les huîtres, quand elles se reproduisent, elles émettent des gamètes dans l'eau. Ça fait des œufs, ces œufs se développent, ça donne une larve. Et la larve, elle doit se fixer sur quelque chose qui est dur. Les ostréiculteurs, il y a un moment dans l'année où ils mettent des parpaings et des canisses en bois dans leur parc. Pourquoi? Ils vont capter les larves d'huîtres et pouvoir les exploiter. Elles font la même chose. Il y a des larves, il faut qu'elles se fixent. Sauf que le fond de la mer, on va dire c'est la marbre de la base, tout est mou. Donc elles se collent les unes sur les autres. Tout le monde, c'est la condition grégaire. Ensuite, nous avons l'huître qu'on trouve le plus souvent du côté de Ougat, les griffés. Alors, les griffés, c'est bon pour les enfants. Si vous la mettez de côté, vous allez avoir une forme de griffe. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a les empreintes musculaires. Donc actuellement, quand vous mangez une huître, vous prenez un couteau, vous coupez le muscle. Et ce muscle, la trace du muscle, on le trouve toujours à l'intérieur de ces huîtres. Ensuite, vous avez la première imprimante 3D au monde, elle date du Jurassique. Ça s'appelle le xénomorphisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vous ai dit que les huîtres, elles se fixent sur quelque chose de dur. D'accord? Là, il y a une huître qui s'est fixée sur une ammonite. C'est bizarre. Et sur l'autre valve, elle a reproduit l'ammonite en volume. D'accord? Donc ça veut dire qu'une huître sur 500 est xénomorphe. Donc si vous en trouvez une, n'hésitez pas à la garder, c'est très précieux. Donc ça peut être des ammonites, ça peut être ici Neophorala, le bivalve qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est la première imprimante 3D au monde, elle date du Jurassique. Ensuite, nous avons les oursins. Donc on a les oursins irréguliers. Donc ils ont des tout petits piquants. Ils ont la bouche sur l'avant, l'anus sur l'arrière, et eux ils vivent à l'intérieur du sable. Ils vont avaler le sable et récupérer la matière organique qui est dedans. Ça, dans le huile de Trouville, nous en avons énormément. Ensuite, nous avons les oursins réguliers. Les oursins réguliers, ils ont la bouche en bas, l'anus en haut, et vous voyez, ils ont des sortes de portes, de petites pointes là. C'est là que vont se fixer les piquants des oursins. Et quand vous avez des oursins irréguliers, la plupart du temps, ils sont herbivores. Donc ça peut vous donner une information. Si vous avez des oursins réguliers, ça veut dire qu'il y a des algues. Donc s'il y a des algues, c'est qu'il y a de la lumière. Donc la tranche d'eau est faible. Ensuite, on a un truc un petit peu bizarre. Les crinoïdes. Les crinoïdes, c'est toujours dans le groupe des étoiles de mer et des oursins. On a toujours une symétrie par 5. Si vous regardez, il y a 5 étoiles à 5 branches. Donc on a des pieds fossiles, là. On a des tiges, ok. Et puis très rarement, on trouve les calices. D'accord? Donc, les échinodermes avec. Ensuite, c'est pas une étoile de mer, c'est une ophiure. Comment on fait la différence? Les étoiles de mer ont les bras qui se touchent, les ophiures n'ont pas les bras qui se touchent. Donc ici, vous avez le corps central, comme par hasard, 5 bras. Et là, vous l'avez ici fossilisé dans les mains de Dieu. Maintenant, on va changer de taille avec les requins. Il faut savoir qu'ici, à Rivière, on trouve pas mal de requins. Et les requins, ils ont un gros problème, c'est qu'ils fossilisent très mal. Pourquoi? Parce que les requins, ils n'ont pas de l'os dans le corps, ils ont du cartilage. Et le cartilage, ça se fossilise très très mal. Donc, en général, on va retrouver surtout des dents. Et pour certains requins, on a des épines qui sont à l'avant de la nageoire dorsale et la deuxième dorsale ici. Et ça va pouvoir se conserver. Donc voici typiquement
le requin qu'on trouve ici au Jurassique, à Ougat, basique. Donc dans les chondrichiens, on va trouver des chimères. Les chimères, ça existe encore, hein, c'est des animaux de grand fond. Hein. Celle-ci, c'est une de mes préférées avec son grand nez comme ça. Et bien là, à Villers, ou à Ougat, on va trouver des triturateurs. Ce sont des mâchoires qui permettent d'écraser la nourriture. Vas-y. Ensuite, nous avons des requins. Alors, les requins, Barbara vous en a parlé, il y a la théorie, et puis ce qu'on vous prépare, c'est que dans les requins, on trouve que des dents et des épines. D'accord? Et souvent, on a toujours considéré qu'à Villers, il y avait deux requins, Asteracanthus, qui a des épines avec des petits points, et par contre, c'est un requin un peu spécial, il a les dents plates. Alors, à quoi ça sert d'avoir des dents plates? Eh bien, ça sert à écraser les coquillages. D'accord? Par contre, à l'opposé, on a un autre requin qui s'appelle Ibodus, qui a des épines avec des traits et des dents, avec une dent pointue, et en général, il y a ce qu'on appelle des cuspides, des petites pointes latérales. D'accord? Et ça, c'est typiquement charognard. Donc ça a été la théorie pendant longtemps. Sauf qu'il y a ça fait 2 ans maintenant, monsieur Le Prévost, au Havre, il a trouvé un truc qui est problématique, parce que sur le même animal, eh ben, on a des épines d'Asteracanthus avec des dents de plus. Donc actuellement, on va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour la classification de ces animaux. C'est-à-dire qu'en 2023, même si la paléontologie a plus de 200 ans, on fait toujours des nouvelles découvertes, et ça va, la science, ça se met toujours en question, c'est ça l'avantage, et on avance toujours vers une meilleure compréhension. Ensuite, eh ben, dans les eaux oulgataises, il y a 160 millions d'années, vivaient des poissons géants. D'accord? Par contre, ces poissons géants, ils fossilisent très très mal. D'où leur nom un peu bizarre, Problematicus. Et il faut voir ça comme des animaux qui avaient le même mode de nutrition que les baleines. Ils avaient des fanons pour manger le plancton. Et ça, il y a un spécialiste au monde qui est Jeff Liston, qui est venu voir les collections. Et si vous voyez dans ce petit bloc, ça fait comme des petits peignes, d'accord? Ben, c'est ces petits peignes qui vont servir à retenir le plancton dans la bouche, à l'image des fanons des baleines. Oui. Ensuite, nous avons des poissons. Des poissons particuliers qu'on appelle des pycnodontes parce qu'ils ont des dents un peu spéciales et elles sont toutes plates. Donc, vous savez déjà, s'ils ont des dents plates, ça mange des coquillages. La prochaine fois que vous allez acheter une dorade, vous lui ouvrez la bouche et vous verrez qu'elle a les mêmes dents. Les dorades se nourrissent de coquillages. Ensuite, on a d'autres poissons. On trouve plutôt des écailles et aussi des dents rondes comme ça. Pendant un moment, tout était mis dans un groupe poubelle qu'on appelle l'Epidotes. Maintenant, ça a un peu évolué au niveau classification. Oui. Et puis ici, à Villers, ça c'est une grande fierté, c'est qu'à partir de notre collection, on a pu publier dans Nature, qui est la revue que tout le monde peut publier. Hein. Parce qu'à Villers et à Ougat, on trouve des sélacantes fossiles. Donc au départ, on a trouvé cet os-là, c'est bizarre, ça s'appelle un palato carré. Vous en avez un ici au niveau de la mâchoire. Les deux boules en bas, c'est là où s'articule votre mâchoire. D'accord? Donc là, on a quelque chose qui fait 40 cm. Dans une autre collection, on a trouvé ce qui est, vous savez, cette sorte de crosse de fusil, là, un peu bizarre. Et là, c'est un os du tamé. Et après toutes ces mesures, on a pu reconstituer avec en plus un os qui a été retrouvé au Muséum de Genève, le crâne de cet animal, d'accord, qui en fait un animal géant, puisqu'on a un sélacanthe qui peut atteindre 5 mètres. Et puis dans les collections, souvent les gens ils avaient un os un peu bizarre, vous voyez, monsieur et madame Pelletier, qui sont des grands collectionneurs, on appelle ça les têtes de chat. Et bien ça, en fin de compte, c'est des palatos carrés d'embryons. Donc on a à la fois des adultes et aussi des embryons. Pourquoi on retrouve que cette partie-là des embryons? Tout simplement, c'est que la classification n'était pas complète. Et ce qui est l'avantage des sélacantes, c'est qu'on en a encore un vivant.
et on voit des choses qui sont semblables. Donc d'où cette belle publication qu'on a fait sur les sélacanthes. Alors, vous voyez, avec un nom compliqué, Trachymétopon, c'est un des deux grands sélacanthes géants qui existent au niveau fossile. Ensuite, nous avons des crocodiles. Donc les crocodiles, vous avez des crânes ici, hein, et puis il y a deux grands groupes, des sténosaures. Et vous voyez que ces sténosaures, ils peuvent marcher sur Terre, hein, vous voyez, sans problème. C'est comme les crocodiles marins actuels. Hein. Si vous allez nager au nord de l'Australie, méfiez-vous, en plus des requins, il y a des crocodiles. Et par contre, il y a un animal qui est un peu bizarre. C'est ce crocodile-là, qui s'appelle Metriorhynchus. On en trouve énormément à Villers. Et si vous regardez, c'est un crocodile qui a une nageoire arrière. Il est tellement adapté à la vie aquatique qu'il est incapable de sortir de l'eau pour marcher sur Terre. Donc ce qui implique qu'il ne sort pas de l'eau pour aller prendre des œufs. Mais ces petits remontent directement. D'accord? Donc vous voyez qu'avec différentes observations, on peut en déduire beaucoup de choses. Et puis, ces animaux, ils vivent en milieu marin. Donc voici notre Metriorhynchus, son squelette, sa reconstitution. Et puis là, tous les animaux qui vivent en milieu marin, ils ont un problème. C'est le sel. Il faut que, pour des raisons d'équilibre dans le corps, ça s'appelle l'osmorégulation, ils doivent éjecter du sel. Donc c'est pour ça que si vous allez au Galapagos, vous voyez des iguanes qui plongent manger, des algues qui remontent et régulièrement, ils crachent du sel par leurs narines. Le crocodile marin asiatique, lui, il envoie le sel à travers sa langue. Et on a toujours pensé qu'ils avaient des glandes pour éjecter le sel. Donc ici, c'est l'avant du museau d'un crocodile. On l'a mis dans une machine qu'on appelle un CT scan. En gros, c'est une radio, hein, sauf qu'elle est un peu plus moderne. Et on peut reconstituer les structures à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce museau de crocodile, le frontal du crocodile, regardez, on a retrouvé ici en jaune les glandes à sel. Donc vous voyez qu'on arrive à faire des choses de plus en plus précises. Et puis on s'est posé des questions. Avec ici un crocodile, hein. Vous avez le crâne, la mâchoire qui a flotté, et puis vous avez les os, un morceau du bassin, un petit fémur, et puis des morceaux de côte là qui traînent. Et puis on s'est demandé si ces crocodiles marins, ils avaient du sang chaud ou du sang froid. Donc pour ça, on fait une analyse géochimique. Et il y a eu un premier article où les signes géochimiques, donc on analyse la chimie des eaux, a montré que c'était peut-être des animaux qui arrivaient à réguler leur température. Ce qui est en opposition avec ce qu'on voit lorsqu'on découpe les eaux, on voit des lignes régulières de croissance régulière qui indiqueraient plutôt que ce sont des animaux à sang froid. Donc vous voyez qu'avec des méthodes différentes, on arrive à des conclusions différentes, mais l'avantage c'est qu'ici on peut les confronter. Donc pour l'instant, c'est le statu quo. Alors là, on va changer de taille hein, avec nos ichthyosaures. Donc ce sont des reptiles marins. Donc on trouve assez facilement entre guillemets, des vertèbres, c'est ce qu'on trouve le plus. Des morceaux de museau. Alors il y en a dans le Jurassique. Par contre, il existe un seul exemplaire dans le Crétacé. C'est pas très beau, hein, mais en tout cas, ce sont des fossiles qui donnent beaucoup d'informations. Il faut toujours comprendre qu'un fossile, il y a l'intérêt muséologique, il est beau, et l'intérêt scientifique. Des fois, il est très intéressant scientifiquement, mais il est très moche. Et inversement. Ensuite, nous avons nos plésiosaures, toujours des reptiles marins. Donc ici, vous avez un bassin, un morceau de bassin, vous avez des vertèbres, et ici, vous avez des fémurs ou des cubitus. Vas-y. Et puis ici, le grand prédateur de l'époque, Dipleurodon ferox. Hein. Donc ici, vous avez une dent qui fait 15 cm. Ce sont des animaux qui sont estimés à entre 15 et 25 mètres. Et c'était le grand prédateur de l'époque.
Alors, évidemment, tous les collectionneurs rêvent de trouver une dent de Liopleurodon, parce que autant je vous garantis que vous allez trouver des huîtres, des dents de Liopleurodon, il faut passer quelques années au pied des falaises. Donc ici, vous avez des reptiles marins. Donc on va retrouver notre ichthyosaure. Là, il s'appelle ophtalmosaure, parce qu'il a des grands yeux, vous voyez qu'on ne se fout pas pour trouver des noms pour les animaux. Ici un plésiosaure, et puis le grand prédateur qui s'appelle Liopleurodon. Et en fonction des morphologies des os, on arrive à voir si c'est un ophtalmosaure, un Liopleurodon ou un plésiosaure. Alors, les collections à Villers, elles ont plus d'un siècle, mais dites-vous que toutes les 2 semaines, il y a des gens qui viennent avec des os pour les faire identifier. On trouve toujours beaucoup de choses. Et puis, ce que préfèrent les enfants, on trouve des dinosaures. Donc on trouve, comme a trouvé Barbara, des théropodes. C'est quoi un théropode? Un dinosaure théropode, c'est un animal qui est bipède et carnivore. Ensuite, il existe une vertèbre de sauropode, donc un animal quadrupède, grande queue, grand cou et herbivore. Et puis, il existe 2 vertèbres de thyréophores, c'est ce qu'on peut appeler un stégosaure si vous voulez. Alors nous, on en a un qui est bien connu, qui a été trouvé près de la frêne d'Argence, et on lui a donné un nom bien normand puisqu'il s'appelle l'Exovisaurus, le lézard de Vivier. Et il a cette particularité d'avoir une épine sur le côté. Donc attention avec le mot dinosaure, hein. On met le mot dinosaure là, sous toutes les... Dès qu'il y a une bestiole de l'ancienne, c'est un dinosaure. Les dinosaures, ce sont uniquement des animaux qui sont terrestres. Hein. S'ils ont des nageoires à l'époque, ce sont des reptiles marins. S'ils ont des ailes, ce sont des reptiles volants. Alors on a publié récemment une synthèse sur les théropodes, donc les dinosaures bipèdes et carnivores. Et donc, aux falaises de Vachoir, on a 3 morphologies différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que la collection de Guette, la collection de Nicolet, a été incorporée à cette étude. Et donc, on a fait une synthèse, c'est libre d'accès, c'est dans la revue Geodiversitas. On a fait ça il y a 3 ans maintenant. Vas-y. Donc, vous avez vu qu'on a fait une sorte de bestiaire contre les falaises. Vous voyez qu'il n'y a pas que des huîtres, hein, il y a des choses qui sont très variées. Par contre, vous avez vu, on collectionne des fossiles, et je vous ai dit, mais à quoi ça sert de collectionner des fossiles? C'est ce qu'on va voir après. Mais c'est surtout pour comprendre l'histoire de la Terre. Donc si vous regardez la majorité des fossiles qui sont là, ce sont des animaux marins. Donc s'il y a 160 millions d'années, il n'y avait que des animaux marins à Ouguette, comment était le paysage à votre avis? Normalement, c'était marin. Donc pour comprendre ça, on va repartir des falaises. Ici les falaises, l'endroit où il faut aller chercher tous les fossiles en sécurité, hein, regardez bien les horaires de marée, ce sont dans les cailloux qui sont pris de la falaise. Les fossiles sont lavés, concentrés, il y a juste à le baisser pour les ramasser. Donc comme vous le savez déjà, les falaises de Vachoir sont situées entre Villers-sur-Mer et Ouguette. D'accord? Donc maintenant on va faire un zoom arrière, et vous allez reconnaître la Normandie, la France, l'Europe, et le monde tel qu'il est aujourd'hui. Si vous ouvrez un atlas, si vous regardez la géographie des continents, actuellement, nous avons cette disposition-là. Et vous savez que cette géographie est varie dans le temps. Pour bien comprendre ça, on va faire un énorme saut en arrière, de 250 millions d'années. Et à l'époque, il n'existe qu'un seul continent, qui s'appelle la Pangée. Et grâce à un phénomène lent mais qui peut être violent, hein, rappelez-vous le Japon, la tectonique, les plaques vont s'écarter ou vont se rapprocher. Donc petit à petit, vous allez pouvoir reconnaître l'Amérique du Nord. Ici l'Amérique du Sud, et ici l'Afrique. Donc il y a 160 millions d'années, l'Atlantique Nord est ouvert, mais il n'y a toujours pas d'Atlantique Sud. Il y a toujours des échanges entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Par contre, quand on cherche l'Europe, ça ne saute pas aux yeux. Hein. L'Europe, c'est ça. Ce sont des îles qui sont au milieu de la mer. On appelle ça un archipel. Et si on zoome sur la zone, et qu'on redessine la France,
Mais ici, ça s'appelait tout simplement Ulgatsumer. D'accord? Par contre, il y avait des îles dans le coin. La Bretagne, l'Angleterre, les Ardennes belges, une sur la région PACA, l'Espagne, et ici l'Amérique du Nord est ici. Et bien maintenant, on va passer de 160 millions d'années à aujourd'hui. Donc l'Atlantique Nord va continuer à s'agrandir. Hein. On va s'éloigner de l'Amérique du Nord. L'Atlantique Sud va s'ouvrir. Et vous allez voir qu'ici, il y a quelque chose de spécial. Il y a Madagascar et à côté, c'est l'Inde. Et l'Inde, elle part vers le nord. Elle va aller percuter l'Asie pour former la plus grande chaîne de montagnes que vous connaissez, à savoir l'Himalaya. Donc vous voyez que les fossiles, ce n'est pas juste des objets esthétiques qu'on met dans une vitrine, c'est des outils pour comprendre l'histoire de la Terre. Ça va pour tout le monde? Alors, moi je travaille dans un musée à l'Ospace qui est un musée de France. Et nous avons des missions, donc à savoir conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections. Donc on doit toujours apporter du nouveau matériel à étudier. Rendre les collections accessibles au public en faisant des expositions. Donc après, de la médiation scientifique, des actions d'éducation, c'est savoir les visites guidées, etc., les ateliers qu'on met. Et on espère contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion. Ça, c'est nos missions. Donc pour ça, on s'appuie sur des collections. Des collections, donc ici nos collections sont en boîte, hein, comme ça. Donc les activités scientifiques du musée de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret gna. Toute acquisition à titre onéreux gratuit d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la conclusion et modalités de fonctionnement sont fixées par décret. En gros, c'est moi qui juge et après je me fais juger par la DRAC et le ministère de la Culture. Les collections de France sont imprescriptibles, c'est-à-dire que si vous déposez vos collections dans un musée, qu'elle est classée musée de France, la collection, on ne peut pas la séparer, on ne peut pas la diviser, et on doit la conserver. D'accord? Et si un jour le Palospace disparaît, eh bien, les collections musée de France iront dans un autre musée de France. C'est ça qui est important. Donc il y a une pérennité des collections. Et évidemment, elles sont inaliénables, on ne peut pas en vendre. Hein. C'est évidemment du domaine public, ce sont vos collections, ce sont les collections publiques. Vas-y. Alors moi, comment ça se passe quand on me présente une collection, quand on veut donner une collection? En général, ça se présente comme ça. Ici, vous êtes dans une cave, hein, c'est classique, avec des rangées d'ammonites. Hein, et donc, la première chose que je vais faire, je vais aller sur place pour voir l'intérêt scientifique, muséologique ou patrimonial de la collection. Si c'est intéressant, en gros on sait d'où ça vient, s'il y a un inventaire, c'est merveilleux. Je vais réaliser un dossier commission acquisition que je vais soumettre à la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et au ministère de la Culture. Donc le dossier part, il revient, donc pour moi c'est le 23 novembre le prochain, et je vais défendre un oral devant un jury composé de spécialistes, des scientifiques, mais aussi du droit, c'est important, et des conservateurs. Si le dossier est accepté, l'inventaire de la collection est obligatoire. La collection porte le nom choisi par les donateurs. Ensuite, on utilise un logiciel d'inventaire. Une fois l'inventaire réalisé, ils sont disponibles pour étude et tous les 10 ans, on contrôle la collection. Vas-y. À quoi ça sert d'avoir des collections? Alors, première chose qu'on fait, vas-y. On fait donc des expositions permanentes. Donc, on a ouvert le musée en 2011 et nous l'avons agrandi en 2014. Donc, on fait des expositions permanentes, vas-y, mais aussi des collections temporaires. Donc, en général, on collabore avec d'autres musées. Ici, c'est Jérôme Tabouel qui travaille au musée des Savoirs des Bœufs, qui a fait une exposition sur la Normandie au temps des dinosaures. Et pour cela, je vais prêter des crocodiles. Quand il y a un prêt, hein, il y a quand même des dépenses, puisque le transport et l'assurance sont à charge de l'emprunteur. On ne loue pas des fossiles, par contre, on demande qu'ils soient assurés. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On forme des jeunes, hein, former des étudiants à la paléontologie. Donc moi, tous les ans, j'ai en général 2 Master 2 au musée qui travaillent sur les collections. Donc, Chloé fait de la médiation, lui a travaillé sur les poissons,
Lucille sur les inventaires. Ah oui, ils font de la géochimie sur des os. Là, vous avez une vertèbre de dinosaure qui est dégagée. Lui, il travaille sur l'arrière-crâne des crocodiles. Donc, vous voyez que des fois, les sujets sont très pointus. Jonas qui travaille sur les crocodiles. Évariste sur les dinosaures. Julien, c'était les crevettes. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ici, vous avez le crocodile qui a servi à la géochimie. Et l'année dernière, j'ai Bastien qui travaillait sur les crétacellulaires. Et ce qu'ils ont devant eux, ce n'est pas des boules, hein, c'est des ammonites. Ils viennent de la carrière de Bavran. Et Julien a fait son mémoire dessus. Tous les mémoires de Master 2, alors, ils sont en ligne sur le site, vous pouvez les télécharger. Ils sont libres d'accès. Vas-y. Et puis, une fois que les fossiles, des fois, il y en a qui sortent de l'ordinaire. Je travaille avec les spécialistes. Donc ici, vous avez Gilles Cuny, qui est un spécialiste des requins, Éric Buffetot, qui est un spécialiste des dinosaures, Monsieur Courville, spécialiste des ammonites, Gaël, qui est directeur du musée de la Palle à Paris, qui est sur les Sélacans, Sylvain, qui est un spécialiste des crevettes. Comme je dis, il n'aimerait pas que j'appelle le spécialiste des crevettes, mais c'est autre chose. Donc c'est Jérémy Martin qui travaille sur les crocodiles, Lionel qui est à Genève qui travaille sur les poissons et les sélacans, Nathalie Bardet qui est une spécialiste des reptiles marins, Stéphane qui travaille sur les crocodiles, Eddie qui travaille sur les reptiles marins, Ronan c'est le spécialiste des dinosaures du muséum, et Romain Gillot qui travaille sur les ptérosaures par exemple. Donc dès qu'on a un fossile, on a une disposition des chercheurs pour pouvoir publier. Et évidemment, plus il y a de publications sur les collections, plus les valeurs patrimoniales et scientifiques de la collection augmentent. Ça va être long. Donc un exemple de collection labellisée, c'est la collection Ortrel, c'est ce monsieur qui est là. Ce monsieur, il habite à Criquebeuf, c'est un ancien institut qui avait des maternelles, et pour se calmer le soir, il allait chercher des fossiles aux falaises. Et puis il a constitué une collection qu'il a voulu donner, puis il m'avait dit aussi, dans ma vie, le seul regret, c'est que je n'ai jamais trouvé de dinosaures. Par contre, il y avait dans cette collection une berthotte qui est ici. Donc j'ai fait les dossiers pour la DRAC et le ministère de l'Agriculture, j'ai fait mon petit oral, etc. Et on a fait, les inventaires, musée de France. Vas-y encore. Donc vous avez un logiciel spécifique de classification des fossiles qui sont localisés à l'étagère prix. On a un portail en public ici. Si vous connectez ici, vous pouvez aller voir ce qu'on a dans nos collections. Ça peut marcher par mots-clés, crocodile, ammonite, tout ce que vous voulez. Vas-y. Et la mise en valeur scientifique est simple. C'est qu'ici, cette vertèbre, c'était la vertèbre d'un dinosaure, d'un titanosauriforme. Donc elle avait bien trouvé des dinosaures. Et elle a été publiée par Charlotte. Vas-y. Et puis également, dans la collection crevettes, il y avait une nouvelle espèce qui est ici. On appelle ça un holotype. Et c'est ce qui sort dans 2 jours. Et on a donné le nom du découvreur à la crevette, qui s'appelle Meyeria urtrelorum. Donc, la boucle est bouclée. Vas-y. Et puis vous voyez qu'ici, on a publié sur les sélacans, les dinosaures, les requins, les crocodiles, etc. Vas-y. Alors, la législation. Je pense que ça va pas rentrer. La législation, on va commencer par l'Italie. Donc, bonsoir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à un moment décisif. Nous allons bientôt savoir si le projet de réserve naturelle des falaises jurassiques du Calvados va inclure ou pas l'interdiction du ramassage de fossiles. D'autres pays ont fait ce choix, introduire ou pas l'interdiction du ramassage, et ces choix étaient parfois diamétralement opposés. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé en Italie, où pratiquement tout est interdit. Les conséquences sur la paléontologie locale, vous le verrez, ont été très lourdes, très difficiles. L'Italie est certainement plus connue pour son patrimoine archéologique que paléontologique. Pourtant, c'est un pays qui a une très grande richesse de gisements de grand intérêt scientifique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en 1939, le gouvernement Mussolini a introduit
la loi 1089 qui interdit le ramassage et la possession de fossiles. C'est une loi qui a traversé presque 100 ans d'histoire avec des gouvernements de droite comme de gauche sans jamais avoir été modifiée. Elle a été confortée en 2004 par le décret législatif 42 et l'année dernière, en février 2022, les seules modifications qui ont été apportées, c'est pour endurcir les peines en cas de possession et de ramassage de fossiles. La loi en Italie, elle dit qu'elles sont sujettes à cette loi toutes choses qui intéressent la paléontologie, la préhistoire et les civilisations primitives. Cela signifie que pour la loi italienne, tout bien archéologique et tout bien paléontologique sont identiques. Cela signifie, dit plus clairement, qu'une huître fossile, comme celle qui est au centre, qui sort d'un gisement avec des millions d'autres huîtres identiques, est légalement identique au Colisée, aux fresques, aux villas et aux statues de Pompéi. Donc je précise qu'en Italie, tout fossile qui se trouve sur terre, sous la mer, dans un terrain privé comme public, appartient à l'État. Vous avez une maison avec un jardin, c'est bien. Dans ce jardin, vous avez des fossiles, encore mieux. Vous n'y touchez pas. Si vous prenez un des fossiles, vous le mettez à l'intérieur de votre maison, vous le posez sur votre cheminée, vous êtes passable d'une inculpation pour vol de biens culturels. Je précise que cette interdiction n'est pas valable uniquement pour nous, les passionnés, mais pour les professionnels aussi. Un paléontologue comme Laurent, qui devait se trouver à se promener sur la côte en Sardaigne, près des carrières en Toscane ou sous les collines à Verona, en trouvant un fossile, il ne peut pas le ramasser et encore moins le ramener chez lui, sans avoir eu une dérogation de la part d'une université ou d'un musée qui, à leur fois, ont été autorisés par l'État à faire des relèvements sous cette zone. Il a par contre, lui comme moi, l'obligation à dénoncer la présence de ce fossile sous 24 heures à l'autorité la compétente la plus proche. Donc on est à ce niveau. L'interdiction de ramassage en Italie a eu des conséquences très lourdes. Déjà au niveau de la recherche amateur, parce qu'elle a virtuellement disparu, du moins d'un point de vue légal. Pour les universités, parce que les facultés de géologie avec spécialisation en paléontologie se sont vidées de leurs étudiants, et ça à cause d'une discipline qui n'offre pas de possibilité de travail et qui est une discipline qui ne peut pas être pratiquée. Pour les musées, pareil, le flux de donations est asséché, en sachant que pour pouvoir donner une collection à un musée, cette collection doit être légale. Or, toute collection qui a été composée après 1939 est illégale. Les conséquences pratiques sont simples. Une famille dont un membre de cette famille est un chercheur, ce chercheur il vient décéder. La famille se trouve à gérer une collection que peut dater de avant 1939, de l'arrière-grand-père, mais ils n'ont pas les preuves. Ou bien c'est une collection plus récente qui a des pièces scientifiquement très intéressantes. Cette famille, cependant, fait face à plusieurs centaines d'euros d'amende, une peine d'emprisonnement de 2 à 6 ans, qui monte à 10 ans si la personne qui avait cherché ces fossiles avait une dérogation. Parce que même avec dérogation, le fossile n'est pas pour vous. Il faut le donner à qui vous a donné la dérogation. Et surtout, une peine d'inculpation pour un vol de biens culturels. Le choix est vite fait pour ces familles. La collection doit être détruite. Pourtant, il y a des fossiles partout en Italie. Donc, dans tous les centres-villes, dans tous les centres commerciaux, dans tous les gares, ici à Florence, à la gare de Santa Maria Novella, vous voyez, il y a une ammonite en centre-ville. À Milan, derrière, il y a le Duomo, si vous voyez, il y a des ammonites dans la galerie Vittorio Emanuele. Et encore à Verona, place Brun. Certes, ces dalles, elles sont anciennes, mais dans une logique paradoxale propre de l'administration, les carrières de Rosso Ammonitico, ou comment dire en France, je peux comprendre, en Italie, Ammonitico Rosso,
Les carrières de Rosso Monitico sont toujours exploitées. Et Rosso Monitico est un calcaire, un faciès très fin, de couleur rouge, très riche en ammonite. Cela signifie que si vous trouvez une ammonite ou une huître fossile par terre en Italie, vous la ramenez chez vous, vous êtes passable d'une occupation pour voie de biens culturels. Mais si vous souhaitez vous faire un lavabo ou faire un carrelage de votre salle de bain avec du Rosso Monitico, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous aurez plein d'ammonites chez vous. Alors à ce point-là, j'imagine que quelqu'un peut me dire oui, mais. Oui, mais cette loi, certes restrictive, a certainement permis de préserver des sites paléontologiquement très intéressants. J'ai mon opinion là-dessus, mais si j'ai le temps, je n'ai pas le temps. Peut-être après. Parfait. Donc je peux juste dire que le Conseil supérieur des biens culturels, qui en Italie gère tout ce qui est paléontologie, Conseil supérieur des biens culturels qui depuis 30 ans n'a pas un seul paléontologue dans son organigramme, a admis lui-même son incapacité à gérer le dossier paléontologie. Elle dit que à cause d'un manque d'un interlocuteur compétent au ministère, les gestionnaires de sites paléontologiques n'arrivent pas à faire remonter leurs nécessités, leurs urgences et leurs besoins de subventions. Je suis désolée, on n'a plus de temps. Donc on change d'environnement, on part en Angleterre avec une côte classée à l'UNESCO, où là la logique elle est complètement différente, puisque le ramassage des fossiles il est carrément encouragé. On souhaite que les gens ramassent des fossiles. Donc vous avez les centres ici qui accueillent des groupes et n'importe qui, les guides pour trouver des fossiles. Et vous voyez que c'est bien ce qu'ils ont compris, c'est que si vous ne ramassez pas le fossile va disparaître. Ainsi, il y a un code de conduite, parce que nous, on aimerait bien installer ici. Donc, c'est un enregistrement des fossiles en ligne pour les fossiles de catégorie 1 et 2. Donc, en gros, catégorie 1, c'est potentiellement des nouvelles espèces, et puis catégorie 2, c'est les vertébrés. Donc, c'est des choses qui attirent. On remplit une petite fiche en ligne. On est collectionneur, on remplit une fiche en ligne, et puis on laisse notre adresse. Et si ça intéresse un scientifique, il va venir vous contacter, et vous allez pouvoir mettre votre fossile à disposition. Si vous avez des fossiles et que vous ne les mettez pas en ligne, par contre, il y a des poursuites judiciaires. Donc, il y a une bonne entente entre les collectionneurs et les scientifiques. C'est pour ça qu'on doit trouver des jolis dinosaures comme ça, à Charmousse. Et puis, actuellement, on en parle depuis un moment, les falaises et vaches noires. Donc, pour l'instant, il y a une tolérance, on peut ramasser des fossiles sur la plage. On ne monte pas dans la falaise, comme vous le savez. Ces découvertes, elles sont anciennes. Les premiers écrits, c'est 1776, c'est la vieille Dickmar. Et on trouve dans tous les musées européens des fossiles du Gat et de Mylène. Vous allez dans n'importe quel musée européen, vous en avez. Au Paléospace, on a à peu près 27 000 fossiles ramassés à 99% par les amateurs. Donc dans cette loi, il y a ce projet de réserve. Donc à gauche là, vous avez Oulgat et de l'autre côté Villers. Et évidemment, qu'est-ce qu'on rajoute à la falaise? La falaise obligatoire, on respecte. Et là, on rajoute l'estran jusqu'au zéro des marées. Et c'est dans cette zone-là qu'on va interdire le ramassage des fossiles. Et c'est à quoi nous nous opposons, puisqu'on va assécher, il peut y aller, les découvertes. Donc voici les différentes zones de projet de réserve, avec toujours ce même problème. Pas de ramassage sur l'estran. Alors au passage, il existe déjà une réserve depuis longtemps, la falaise du Cap Romain, qui existe depuis 30 ans. Mais en 30 ans, il n'y a eu aucune publication scientifique. Donc ce qui nous rajoute à notre inquiétude, puisque la messe cloche, ça ne marche pas beaucoup au niveau scientifique. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on a une interdiction aux personnes individuelles de pouvoir collecter des fossiles sur la falaise et sur l'estran. Sur la falaise, on se doutait déjà. Possibilité de demander des dérogations. Et ça, c'est un problème parce qu'on est dans une zone qui est de marée. Et si vous ne ramassez pas votre fossile tout de suite, la deuxième marée, vous n'allez pas le retrouver. Ou il va être déjà détruit. Et puis actuellement, on pense que le gestionnaire envisagé, ça va être le département du Calvados. En off, il y aurait 4 personnes pour 37 km de côte. Voilà. Et nous, on est inquiets sur l'avenir de la paléontologie normande, parce qu'ici, il existe un réseau depuis longtemps et qui marche et qui fonctionne.
fonctionne. Et dans les questions, je vous rappellerai qu'il y a quelques petites avancées récentes sur le sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est pour laisser quelques minutes de questions. Je suis sûre qu'il y en a à nos intervenants. Oui, vous pouvez peut-être vous lever, je ne suis pas sûre. On voudrait savoir si on peut trouver des fossiles d'êtres humains et d'ancêtres d'êtres humains. Alors, les fossiles d'êtres humains aux falaises vaches noires, il n'y en a pas, puisque les humains apparaissent à 7 millions d'années, donc c'est vraiment trop vieux. Par contre, nous, une fois, on a apporté un fémur humain actuel au musée. Il était récent. Donc, c'était sans doute un homme d'1m80. Et je l'ai remis à la police. Voilà. Et je lui ai dit que c'est de l'ADN qui regarde à l'intérieur ce que toute l'équipe avait joué au boulot. Oui, je voudrais intervenir sur la partie musée. Oui, je suis Alain Gosselin, donc je suis conseiller municipal à Boulgade dans la commission culture. Je représente Madame Poulain, qui est absente. Et donc nous avons un petit problème à Boulgade, plutôt un gros problème concernant les fossiles, parce que vous savez que le Frédéric Nicollet a légué toute sa collection de fossiles à la ville de Boulgade. Et cette collection de Nicollet est en train de croupir dans une cave sous la mairie. Et après bien des vicissitudes avec une association, et puis bon, il y a eu le Covid et tout, donc on s'est remis à s'intéresser à cette collection pour la sauver. Et donc, on envisagerait éventuellement de passer par vous, par le Paléospace, pour faire comment on dit, un don, ou c'est pas un don, Un dépôt. c'est un dépôt. C'est-à-dire que cette collection continuerait à appartenir à la ville de Boulgade, et le Paléospace sera chargé donc de la sauvegarder et de la mettre en valeur au Paléospace. Alors juste un mot sur Frédéric Nicollet, qui était un Suisse, qui est arrivé, il avait 3 ans à Boulgade, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de protestants à Boulgade. Et c'est un amateur très éclairé, puisqu'il est un autodidacte concernant les fossiles, qui a fait des découvertes apparemment très intéressantes de fossiles. Il a longtemps exposé ses fossiles dans son atelier ou son labo de photographie, place de l'église. Et en même temps qu'il avait aussi, en tant que photographe, puisque c'était son activité professionnelle, récupéré tous les doubles des photos que les soldats allemands prenaient, il les a conservées. Et ça a permis d'avoir pas mal de photos sur Boulgade, d'ailleurs dans un ouvrage que Marcel Mioc a écrit avec l'aide des photos de Frédéric Nicollet. Il c'était aussi le créateur d'une fanfare à Boulgade, donc il avait une multiple d'activités, et donc ce serait dommage de laisser pour cette collection qui est déjà abîmée. Bon, évidemment, il faut l'accord du conseil municipal, donc on va en parler certainement. Voilà. Oui. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous, on accepte les dépôts, il n'y a pas trop de problème. Je consulte régulièrement cette collection qui est en piteux état. Il va y avoir des choses qu'on ne va pas pouvoir conserver, mais ce qu'on va pouvoir conserver, on va pouvoir le conserver dans des bonnes conditions de température et d'hygrométrie, surtout pour la collection. Voilà. Donc ça, nous, c'est notre rôle de conserver. On est un musée. Donc, pas de problème pour nous. Juste un mot. En tant que béotien, c'est quand j'étais petit, on allait souvent dans les falaises d'Oulgate, évidemment, mais pas pour chercher des fossiles, quand on en trouvait peut-être pour les ramasser, et on s'amusait dans les falaises, quoi, c'est tout. On grimpait dans les falaises, donc maintenant c'est interdit, et les falaises avaient un aspect beaucoup plus déchiqueté et sauvage qu'actuellement, parce que ça s'est vraiment arasé depuis une 50aine d'années, et je suis modeste. Voilà, merci. Merci Alain. Autre question, François. Une famille de collectionneurs aussi. Oui, bonjour.
Oui, je reviens sur l'interdiction. C'est une loi avec un débat à l'Assemblée, c'est une ordonnance préfectorale, c'est un fou furieux quelque part. Et quels sont les arguments qui font que tout à coup c'est un sujet? C'est tout simplement qu'il y a un souhait de développer des réserves naturelles en France, dire qu'on a tant de pourcentage de réserves naturelles. Donc c'est plus facile de mettre du domaine public comme l'estran en réserve naturelle que des zones privées. Donc il y a au départ cette volonté d'agrandir le nombre d'espaces des réserves naturelles en France. Ensuite, il y a eu un inventaire du patrimoine biologique. Et évidemment, il voit bien l'intérêt qu'il y a ici sur les falaises, puisque l'équivalent anglais, c'est classé à l'UNESCO. Donc il y a bien un intérêt. Donc au départ, après cet inventaire, c'est la DREAL qui a été mandatée pour ça. Donc ils sont venus chercher notre expertise, puisqu'ils nous ont demandé de faire des visites guidées sur différents sites du Calvados. Et puis ce qu'on a fait pour mettre en avant les réserves, et au départ, on pouvait toujours ramasser des fossiles sur la plage. Un an après, à une réunion, on nous a dit, la commission régionale et la commission nationale ont décidé qu'il serait interdit de ramasser des fossiles. En gros, ils ont calqué le règlement sur une des rares RNN géologiques qui est celle de Provence, on ne peut pas ramasser de fossiles, et ils l'ont appliqué bêtement à Villers. Donc moi, je me suis engueulé avec la DREAL, après je me suis engueulé avec mon chef. Après ma chef a... Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'ils étaient venus chercher notre expertise, et puis ils étaient partis très loin. Il y a eu une enquête publique. Une enquête publique en général, il y a une quinzaine d'interventions. Là, il y a eu 900 interventions. Et sur les 900 interventions, 93% sont pour la réserve, mais sont contre l'interdiction de ramasser des fossiles. Et lorsque c'est passé au-dessus, celui qui s'occupe de l'enquête publique, qui était un ancien préfet, il a dit non, il n'y a pas de problème, on continue comme ça. Donc on a une sorte de chewing-gum qui est parti dans un rouleau administratif et c'est passé au niveau du ministère de la Transition écologique. Donc nous, on a changé de technique, en tant que musée, on veut avoir que les collectionneurs aient la liberté de ramasser. Donc il y a eu des articles dans la presse locale, Ouest France, Pays d'Auge, et puis on a réussi à faire publier dans Le Monde et Le Figaro. Et c'est à ce moment-là que les politiques nous ont écoutés. Donc on a été reçus par les 3 sénateurs du Calvados, qui vont dans notre sens, ainsi que du député local. Donc on a convaincu les sénateurs et les députés, et il y a une semaine et demie, ils ont été reçus au ministère de la Transition écologique, où il y aurait des progrès en cours. Et vous savez, ça fait 2 ans que ça dure, et avalé pas mal de couleurs, donc tant que c'est pas... Donc nous, on espère toujours, et il y aurait peut-être une possibilité sur Villers, mais tant que c'est pas signé, tant une possibilité pour les falaises d'Achard, mais tant que c'est pas signé, on reste en mode méfiant. Voilà. Une pétition peut-être C'est insuffisant. C'est insuffisant. Une question, Dominique. Merci beaucoup pour votre exposé. Vraiment, c'est très riche d'enseignements et j'ai été vraiment fascinée. Alors, par contre, je m'interroge parce que le Gat Villers, c'est un site naturel et classé, je crois, ou peut-être pas. Peut-être que La partie falaise est enseignée. Et alors je m'interroge quand même sur la construction actuellement d'un champ d'éoliennes au large que j'ai vu au printemps dernier. Et j'ai compris, peut-être que je me trompe, mais j'ai vaguement compris, que les énergies récupérées allaient passer en souterrain et revenir sur le plateau des Vaches Noires. C'est une bonne nouvelle. J'ai fouillé un peu, j'ai regardé, j'ai trouvé ça, j'ai été très très surprise. Est-ce que c'est incohérent? Alors, c'est pas incohérent parce qu'ils ont déjà prévu les lois pour ça. Je suis désolé de prendre ça. Et la loi littorale. Donc ici, vous êtes à Ougat, vous êtes en loi littorale, à Villers aussi. Vous n'avez pas le droit de construire de nouveaux bâtiments dans les 100 mètres. Sauf 3 exceptions. Si vous faites une zone de lagunage, en gros, on traite les eaux, soit vous faites de l'énergie renouvelable. Et la faille est là.
Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, les champs d'éoliennes, il y en a au large de Ouistreham, il y en a au large de Fécamp. Et évidemment, quand vous dites que vous allez implanter des éoliennes en milieu marin, écologiquement, je ne dis pas que c'est dommageable, je trouve que ça pose des questions. Et voilà, ils ont déjà prévu par la loi, vous ne pourrez pas les empêcher de faire ça. C'est déjà ficelé, quoi, si je comprends bien. Je ne sais pas, mais parce que moi c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, les bateaux, on les voit, Oui. on les voit à marée basse, je crois. On voit certains. Les piliers, quand les bateaux sortaient du Havre, on voyait les piliers de Fécamp qui montaient. Puis si il y a des logiciels, des applications sur Internet qui s'appellent Vessel Finder, où vous perdez des bateaux, vous allez voir ces zones, où vous avez des gros bateaux qui sont en train d'implanter des pales sur les éoliennes et tout. Donc, mais bon, ça, c'est les lois, c'est très compliqué. J'ai appris le dépend. Question, en fait, est-ce que ça génère des problèmes pour les falaises ou pas? Non, de toute façon, on va être clair. La première image de la conférence, vous avez vu, c'était voilà, c'était ça. Donc pourquoi les falaises de Vache Noire, c'est une zone naturelle? Parce qu'en fin 1800, début 1900, on a essayé de construire dessus et ça tient pas. Donc du coup, ça est devenu vraiment naturel. Encore une ou deux dernières questions avant le jeune homme. Ah, ça fait plaisir, le jeune homme. Du coup, je me demandais comment on fait pour différencier les fossiles d'ammonite des fossiles de nautile. Alors c'est très simple, sur une ammonite, tu as entre chaque loge, si tu regardes la surface de la coquille, tu vois, ça fait comme une feuille de persil, tu regarderas cette façon-là. Quand c'est un nautile, c'est droit et ondulé comme ça, et ça va vers l'arrière de la navire. Une autre question avant de partager un petit verre de cidre ensemble. Monsieur. Oui. En paléontologie, on remonte à 160 millions d'années. Mais avant. Donc la Terre sur laquelle vous vivez, elle a 4,6 milliards. Oui. C'est la nouvelle de la soirée. Les premières traces de vie à 3,6 milliards d'années. Les êtres pluricellulaires à 2 milliards d'années. Et l'explosion de la vie, c'est à 560 millions d'années. Donc 160 millions d'années à l'échelle de la Terre, c'est récent. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les roches les plus vieilles en France, elles se trouvent à côté de la Hague. C'est l'Icartien, c'est 2,6 milliards. Il n'y a pas de fossiles dedans. Encore une question? Vous savez tout sur les ammonites et les fossiles. Moi, je crois qu'on peut applaudir les intervenants. Vous pouvez vous approcher ici pour voir les quelques fossiles qu'ils ont apportés.